Le 30 avril 2016, au parc national de Nairobi, au Kenya, 105 tonnes d'ivoire sont parties en fumée, représentant plusieurs milliers d'éléphants tués pour alimenter le commerce illégal de l'ivoire. Mais pourquoi cet acte? Pourquoi c'est arrivé? L'incinération était symbolique, montrer aux braconniers et aux trafiquants que l'ivoire n'a aucune valeur sans vie et que la faune n'est pas à vendre. L'incinération a attiré l'attention du monde entier sur la crise des éléphants et sur la nécessité de protéger ces espèces menacées. Puisque depuis plus de 50 ans, une guerre silencieuse a lieu. Face à la recrudescence des massacres d'éléphants, les pays africains s'équipent. Patrouilles canines, formation militaire pour les rangers des parcs, drones, caméras, armes. Mais cette guerre, les pays d'Afrique ne peuvent la gagner seuls. Alors ils auront besoin d'aide, pour que le monde puisse encore avoir la chance d'observer des éléphants en liberté. Ce jour-là, 5% du stock mondial a brûlé. Et il s'agit encore de la plus grande crémation d'ivoire de l'histoire. Mais il reste 95%. Le braconnage ou la chasse illégale d'animaux a toujours eu lieu depuis que l'homme existe. Le commerce de l'ivoire a commencé il y a plusieurs siècles. Cela remonte à l'Antiquité ou même avant. Des traces historiques montrent que l'ivoire était déjà commercialisé au XIVe siècle avant Jésus-Christ. Plus récemment dans l'histoire, ce commerce a été très actif durant le Moyen-Âge. À cette époque, l'ivoire provenait principalement d'éléphants d'Afrique ou de morses dans les régions nordiques. Pendant la colonisation de l'Afrique, le commerce de l'ivoire a fortement augmenté, atteignant 1000 tonnes exportées chaque année vers l'Europe. Après une trêve liée aux guerres mondiales, le commerce a repris dans les années 70, notamment porté par la demande des pays d'Asie. En résumé, le commerce de l'ivoire a une origine très ancienne, bien ancrée dans les échanges commerciaux internationaux. Il a connu des périodes d'intensité variable jusqu'à aujourd'hui où il est strictement réglementé en raison de ses conséquences dramatiques sur les populations d'éléphants. Aujourd'hui, la demande d'ivoire n'a jamais été aussi forte. Et jamais, dans toute notre histoire, les éléphants n'ont autant été abattus. Selon l'Union internationale de la conservation de la nature, le continent africain comptait 415 000 éléphants en 2016. Aujourd'hui, le chiffre reste autour des 400 000 individus. On pourrait croire que ça va et que le chiffre se stabilise. Mais si on prend une échelle de temporalité un tout petit peu plus grande, rajoutons un siècle seulement. Ce qui est infiniment petit comparé à l'origine des éléphants qui date d'au moins 7 millions d'années. Si l'on ajoute seulement un siècle de plus, la population passe de 10 millions d'individus au début du XXe siècle, donc à partir de l'année 1901, à donc 400 000 individus aujourd'hui. Et cette baisse de la population d'éléphants correspond à une diminution de 96%. Le déclin d'une population n'avait jamais été aussi rapide que depuis l'extinction des dinosaures. Chaque année, 35 000 éléphants sont tués pour leur ivoire. Ce tissu calcifié que l'on appelle la dentine se situe dans leurs défenses. Ces défenses qui sont en fait leurs dents. Des incisives supérieures modifiées qui poussent tout au long de la vie de l'éléphant. 35 000 meurtres par an, ça correspond à un éléphant abattu toutes les 15 minutes. Le braconnage touche principalement 5 pays, dont la République démocratique du Congo, la République centrafricaine, mais c'est au Kenya que la situation est critique. Le pays est devenu le haut lieu du braconnage des éléphants. Il s'agit de pays économiquement fragiles, donc corruptibles. Le braconnage atteint un pic en 2011, mais malgré un certain ralentissement avec quelques poches où les populations se stabilisent ou croissent légèrement, comme au Gabon ou au Congo, il reste un problème majeur en Afrique centrale et de l'Ouest. Et le déclin de la population des éléphants continue à un rythme de 2 à 3% par an. Sans mesures renforcées, le risque d'extinction locale et globale de la population est très élevé. Pour faire simple, si cela continue et que rien ne change, dans 15 ans maximum, l'éléphant ne fera plus partie de la Terre. Qui sont les auteurs de cette tuerie? Qui décide d'abattre cette population? Et surtout, dans quel but? Les braconniers sont essentiellement des individus issus de régions en Afrique subsaharienne où la pauvreté est élevée et où la corruption est répandue. Ils sont généralement locaux ou venus de communautés rurales vivant à proximité des habitats des éléphants.
attirés par l'opportunité de revenus issus du commerce illégal de l'ivoire. Ils opèrent dans des zones où les moyens de lutte sont insuffisants, exploitant ainsi le manque de contrôle sur ces vastes territoires, puisque les territoires anti-braconnage font plusieurs milliers de kilomètres. Ces chasseurs clandestins, autrefois agissant pour leur propre compte, font désormais partie de réseaux criminels organisés. De grands groupes criminels internationaux qui orchestrent la contrebande et la vente d'ivoire à l'extérieur de l'Afrique. Mais s'il y a un intérêt financier derrière, cela veut dire qu'il y a de la demande. Une demande qui provient d'Asie. La Chine est le pays principal qui en reçoit, mais il y a aussi le Japon ou les Philippines. L'ivoire est utilisé pour des sculptures religieuses où quelques-unes d'entre elles valent des centaines de milliers de dollars. Elle est valorisée pour la fabrication de bijoux, de sculptures, d'objets d'art et parfois pour des croyances culturelles. Hong Kong en particulier est un important centre de transit et de marché de l'ivoire. Même si certains pays asiatiques ont renforcé les interdictions et fermé plusieurs boutiques d'ivoire, le marché noir continue d'exister avec des réseaux clandestins puissants qui assurent la contrebande de l'ivoire depuis l'Afrique. Et la demande est de plus en plus forte, ce qui en toute logique renforce le braconnage. Et cette pression de la demande, de plus en plus conséquente, entraîne la recherche de défense quelle que soit la taille de l'éléphant. Un éléphanteau de seulement 2 ans commencera à faire apparaître ses défenses. Il sera donc une des victimes des braconniers. Cette demande qui ne cesse d'augmenter les pousse à tuer plusieurs éléphants, y compris des bébés, pour obtenir la même quantité d'ivoire. Tuer des éléphanteaux maintenant, quitte à ne pas s'y retrouver à l'avenir. Puisque d'un point de vue écologique, c'est contre-productif sur le long terme. Car sans jeunes éléphants, il y aura de moins en moins d'adultes dans le futur. Dans tous les cas, un éléphanteau ne peut survivre sans ses parents. Malgré les interdictions, la valeur culturelle, artistique et économique de l'ivoire en Asie maintient une forte demande qui nourrit le braconnage. De l'argent contre un désastre écologique. Une impression de déjà-vu. Puisque les éléphants jouent un rôle écologique majeur dans les écosystèmes où ils vivent. Ils sont souvent appelés les jardiniers ou ingénieurs des écosystèmes en raison de leur impact sur la structure de la végétation et de la biodiversité. Les éléphants sont des herbivores, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent exclusivement de végétaux. Ils broutent de l'herbe, qui est à la base de leur régime lors de la saison humide. Lors de la saison sèche, ils consomment des feuilles, des brindilles et même l'écorce des arbres riches en fibres et en minéraux. Et quand ils sont disponibles, les éléphants se nourrissent de fruits, comme par exemple les fruits de l'ébénier, un arbre tropical d'Afrique. En mangeant la pulpe qui entoure les graines, ces dernières passent intactes dans le système digestif de l'éléphant et sont ensuite dispersées loin de l'arbre d'origine par les excréments. Et à plusieurs mètres ou centaines de mètres, voire à des kilomètres, lorsque les graines, toujours intactes, sont déposées dans les excréments, ces derniers jouent un rôle protecteur. Ils entourent les graines, les protègent des rongeurs prédateurs et créent un environnement propice à la germination des jeunes ébéniers. La dispersion par les éléphants permet donc aux jeunes plants d'ébène de se répartir sur une plus grande surface, évitant ainsi qu'ils restent trop proches de l'arbre mère, ce qui augmente leurs chances de survie. Ce qui fait aussi que la flore se disperse et gagne davantage de terrain. C'est un rôle écologique vital, mais il est compromis par la disparition massive des éléphants. Et en leur absence, moins de graines sont dispersées sur le long terme, ce qui freine la régénération des forêts et menace la survie à long terme de l'ébène, déjà vulnérable du fait de sa croissance lente et de la surexploitation humaine. La disparition massive des éléphants aggrave aussi le réchauffement climatique. Comme elle modifie la composition des forêts, elle modifie aussi la capacité de séquestration du carbone, augmentant ainsi le risque d'incendie de forêt et dégradant la qualité des habitats pour de nombreuses espèces. En piétinant et en déracinant de petits arbres, les éléphants favorisent la croissance d'arbres plus grands à forte densité de bois qui stockent davantage de carbone, jouant aussi un rôle crucial dans la séquestration du CO2 et la lutte contre le changement climatique. Cette action aide les forêts tropicales d'Afrique centrale à retenir plus de carbone atmosphérique, équivalent à la réduction des émissions de milliers de voitures. En savane, les éléphants créent des clairières en broutant et en piétinant, ce qui stimule la biodiversité en permettant à différentes espèces végétales et animales de prospérer.
Le braconnage des éléphants perturbe donc la biodiversité globale en provoquant la disparition ou le déclin de nombreuses espèces, ce qui entraîne un déséquilibre écologique aux effets en cascade. Protéger les éléphants, c'est préserver un fonctionnement écologique essentiel qui profite à de nombreuses autres espèces et contribue à atténuer les effets du changement climatique. Ainsi, la conservation des éléphants est non seulement importante pour sauver une espèce emblématique de notre planète, mais aussi pour maintenir la santé, la diversité et la résilience des écosystèmes africains. Quand l'homme perturbe un facteur, c'est tout le cycle environnemental qui s'effondre. Mais pour empêcher que ce cycle s'effondre définitivement, ce qui voudrait dire qu'il n'y aurait plus aucun éléphant sur Terre, plusieurs acteurs luttent pour sauver cet équilibre naturel. Les rangers de la faune sauvage, les ONG et les autorités gouvernementales s'unissent pour lutter contre les braconniers. Des hélicoptères épaulent les rangers au sol et des soldats lourdement armés leur viennent en aide. C'est une véritable guerre qui se joue. Malgré les aides dissuasives et les rangers eux-mêmes, rien n'empêche les braconniers de tuer des éléphants par centaines. Rien ne les empêche de ramener leur défense dans des ateliers clandestins. Rien ne les empêche d'effectuer leur mission, quitte à tuer. Depuis les années 2000, au moins 600 rangers ont été tués en Afrique en intervenant contre les braconniers, certains par des tirs d'armes à feu lors des patrouilles anti-braconnage. C'est les rangers, le dernier rempart, des êtres humains exploités, très peu payés, environ $50 par mois, et surtout en danger. Dans des parcs comme Virunga, en République démocratique du Congo, ce n'est pas moins de 140 rangers qui ont perdu la vie en 15 ans à cause des violences liées au braconnage. Entre 2011 et 2021, 565 gardes forestiers sont morts, dont plus de la moitié par homicide lié aux affrontements avec des braconniers. Cela illustre le danger extrêmement couru par les gardes forestiers dans leur mission de protection de la faune et des écosystèmes, face à des réseaux de braconnage souvent bien armés et organisés. Sur les terrains, les rangers se sont formés aux techniques de surveillance, au combat anti-braconnage, à l'utilisation de drones, de caméras thermiques et GPS pour surveiller les zones protégées. Ils reçoivent aussi une formation au premier secours tactique et à la désescalade pour leur sécurité. Des patrouilles quotidiennes avec un appui technologique permettent de repérer les braconniers et d'intervenir avant qu'ils ne passent à l'action. Le travail des rangers est crucial pour la préservation des espèces menacées, mais il se fait au prix d'un lourd tribut humain. La situation est critique, mais elle n'est pas irréversible. La sensibilisation internationale sur la protection des éléphants et de leur habitat est portée par plusieurs campagnes et initiatives majeures. La Journée mondiale de l'éléphant, célébrée chaque 12 août, mobilise gouvernements, ONG, organisations de défense animale et grand public pour alerter sur les menaces du braconnage, de la perte d'habitat et des conflits hommes-éléphants. Lors de ces événements, des actions de communication, levées de fonds et programmes éducatifs sont organisés dans le monde entier pour soutenir la préservation des éléphants. Sur place, au cœur des zones à forts enjeux, comme le parc national de Lupemba en RDC, la technologie est utilisée pour suivre les déplacements des éléphants et intervenir rapidement contre le braconnage. Ces efforts combinent science, engagement communautaire et coopération internationale pour garantir un avenir aux éléphants. Par ailleurs, lors de grandes conférences internationales telles que la COP20, des discussions cruciales ont lieu pour renforcer les règlements sur le commerce de l'ivoire et améliorer la protection des espèces. Je pense que vous l'avez tous compris, mais ce qui pousse les braconniers à agir, c'est l'économie. Le trafic illégal d'espèces animales représente 20 milliards de dollars par an, ce qui en fait l'un des trafics les plus lucratifs au monde avec le trafic d'armes, la contrefaçon ou la drogue. 1 kilo d'ivoire a une valeur de 2000 € et une défense d'éléphant pèse autour des 30 kg. Je vous laisse faire le calcul. Le trafic fait gagner de l'argent aux organisations criminelles, mais il en fait perdre aux populations locales. Économiquement, pour les pays propriétaires de grandes réserves naturelles, le braconnage entraîne des pertes, puisque moins d'animaux veut dire moins de touristes, et moins de touristes veut dire moins de travail, donc moins d'argent pour les populations locales. En janvier 2013, les douanes de Hong Kong ont saisi plus d'1 tonne de défense en provenance du Kenya, le résultat d'une quinzaine d'éléphants tués. Mais chaque jour, c'est entre 52 et 80 éléphants qui sont abattus par des braconniers.
Quand je vois ces photos, il y a plusieurs choses qui me traversent l'esprit. Premièrement, ça me rappelle que l'être humain, aussi intelligent, aussi créatif soit-il, peut devenir la pire espèce sur Terre. Deuxièmement, je ne peux qu'être ému par la violence de ces photos. Et troisièmement, je me questionne. On sait désormais pourquoi ils font ça, mais il faut savoir comment les empêcher. Les empêcher de détruire nos grands jardiniers, qui n'ont rien demandé d'autre que de vivre en liberté. Mais la tâche s'annonce compliquée. En Ouganda, l'armée de résistance du Seigneur est financée en partie par le braconnage des éléphants, tout comme la milice somalienne Al-Shabaab qui finance ses activités grâce au trafic d'ivoire. Munitions, armes, combattants, véhicules, une grande partie de ces dépenses est comblée par le trafic. Mais comment un conteneur rempli d'ivoire peut passer la frontière, emprunter les autoroutes et rejoindre le port de Mombasa sans aucun problème? Je donne la réponse plus tôt dans la vidéo. Il s'agit de pays économiquement fragiles, donc corruptibles. Les grands groupes criminels sont protégés par le monde politique, la police et certains membres du gouvernement. Et j'ai ma petite idée de comment cela est possible. 2500 conteneurs quittent chaque jour le port de Mombasa. D'après certaines estimations, un conteneur sur 5 contiendrait des produits d'animaux interdits. Tant que le prix de l'ivoire continuera d'augmenter, la tentation de tuer des éléphants restera forte, surtout pour les personnes vivant dans les zones rurales. Tuer quelques dizaines d'éléphants leur permettrait de gagner un salaire annuel en seulement un mois. Depuis 1989, le commerce international de l'ivoire est interdit par la CITES, dans le but de freiner le braconnage des éléphants. Ce qui, en premier lieu, a fait chuter le prix de l'ivoire et diminuer fortement l'activité. Les éléphants ont eu un moment de répit. Mais après plusieurs années, l'ONU a autorisé le Japon et la Chine à acheter de nouveau de l'ivoire à divers États africains. Et l'industrie de l'ivoire s'est remise en route. Désormais, il ne reste plus que 15 petites années d'existence pour nos éléphants. Mais que se passera-t-il après ? Que se passera-t-il une fois que tous les éléphants sur Terre auront été décimés et que toutes les autres espèces impactées par le braconnage disparaîtront elles aussi ? Puisque cette pratique ne s'arrête malheureusement pas qu'à nos proboscidiens. La population de rhinocéros est passée de 70 000 à environ 26 000 individus en moins de 60 ans. Aujourd'hui, il y a tout de même une légère augmentation de rhinocéros, même si certaines espèces ne comptent plus qu'une centaine d'individus. L'espèce qui est la plus braconnée sur Terre, n'étant pas l'éléphant ou le rhinocéros, le pangolin est lui massacré pour ses écailles, a priori considérés comme des remèdes contre diverses maladies. Bien que ses bienfaits ne soient pas scientifiquement prouvés. Il est aussi tué pour sa viande, considérée comme luxueuse au Vietnam ou en Chine. Aujourd'hui, il est en voie d'extinction, passant de plusieurs millions d'individus à moins d'1 million en seulement un siècle. Si on perd ces animaux, on perd une part de notre humanité. Les éléphants font partie du patrimoine vivant de la Terre, et être humain, ce n'est pas seulement exister biologiquement, c'est avoir de la compassion, de l'empathie, du respect pour les espèces qui cohabitent avec nous et qui sont là pour certaines depuis bien plus longtemps que nous. Protéger les éléphants, c'est défendre notre propre humanité, mais peut-être que nous l'avons déjà perdue. Ceux qui poussent les grands groupes criminels à agir ainsi, c'est pour obtenir une chose. Et ils ne s'arrêteront jamais tant qu'ils ne l'auront pas. C'est ce qui pousse le plus souvent les êtres humains des pires atrocités. Il est en lien avec l'un des 7 péchés capitaux, il donne du pouvoir à son possesseur et il est un symbole de réussite dans notre société. C'est l'argent. Un moyen d'échange utilisé par la quasi-totalité de l'humanité, un moyen d'échange déjà mis en place par les êtres humains il y a maintenant plusieurs centaines d'années. L'argent dirige le monde, et il pousse les braconniers, fauchés, perdus, aux pires atrocités. Je vous ai dit qu'une défense d'éléphant coûtait environ 60 000 $. Il faut aussi savoir qu'une corne de rhinocéros se vend sur le marché noir entre 50 000 et 75 000 $ pièce, et les écailles de pangolin peuvent coûter quelques milliers de dollars. C'est beaucoup et c'est des sommes astronomiques ramenées par pièce. Et même si les braconniers ne reçoivent qu'une partie de cette somme, cela leur suffit amplement pour vivre. Maintenant, si l'argent vous donne du pouvoir, de la liberté, de la reconnaissance, du confort et encore tant d'autres choses, pourquoi ces organisations criminelles ne s'attaquent-elles pas à une espèce qui coûte bien plus cher que les défenses d'éléphants?
que les cornes de rhinocéros ou bien que les écailles de pangolin? Pourquoi ne s'attaque-t-elle pas à l'une des espèces les plus présentes sur Terre? Pourquoi elle ne s'attaque pas à l'espèce qui domine ce monde autant qu'elle s'autodétruit? Pourquoi certains êtres humains ne nous attaquent pas, nous? Le trafic d'êtres humains existe depuis des millénaires. Le début de l'esclavage date d'il y a environ 3000 ans. Il a traversé les époques jusqu'à son abolition au 19e siècle. Mais le trafic ne s'est pas arrêté. Il a juste pris une nouvelle forme. Exploitation sexuelle, travaux forcés, trafic d'organes. La forme de l'horreur change, mais ce qui reste constant, c'est la cupidité humaine et l'exploitation des plus vulnérables. Au Kenya, il existe des commerçants, des personnes qui viennent voir d'autres personnes pour savoir si elles ne veulent pas vendre leurs reins contre une somme d'argent. Si elles acceptent, ce commerçant met la personne en contact avec son réseau et ils vont se faire opérer. Pour la grande majorité qui accepte, il s'agit d'hommes désespérés, en quête d'argent et ayant des problèmes familiaux ou autres. Dans l'hôpital Medi-Hill, dans la ville d'Eldoré, les autorités soupçonnent que des milliers de reins y ont été vendus ces 10 dernières années. 20 transplantations étaient effectuées par semaine. Dans cette clinique, de nombreux jeunes ont perdu leurs organes dans des conditions insalubres, où l'hygiène, qui est un facteur déterminant, n'était clairement pas respectée. Ces organes sont achetés par de riches étrangers, des patients venus d'Europe ou du Moyen-Orient qui auraient dû normalement attendre des années avant de se faire opérer. Là, c'est en quelques semaines. Durant la guerre du Kosovo, qui a laissé s'affronter forces serbes et forces albanaises dans un conflit éthique et nationaliste, environ 500 Serbes ont été massacrés ou déplacés, créant un terrain propice à l'exploitation et au trafic d'êtres humains. C'est ce que confirme un rapport de la part du sénateur suisse Dick Marty en 2010. Sur le marché noir, la valeur des organes humains varie considérablement en fonction de l'organe, de la région et des conditions de vente. Mais on est à peu près sûr qu'un rein vaut entre 20 000 et 60 000 $, un foie jusqu'à 130 000 $, une cornée peut être vendue jusqu'à 30 000 $ et un cœur dans certains cas peut atteindre des prix allant jusqu'à 150 000 $. Le prix élevé de ces organes reflète la demande mondiale croissante des greffes, ainsi que la violence et l'illégalité du trafic. Selon les estimations mondiales, environ 10% des 70 000 greffes de reins réalisées chaque année sont issues du trafic illégal, ce qui représenterait plusieurs milliers de personnes victimes de ce trafic. C'est un véritable désastre pour l'humanité. Le prélèvement d'un organe comme un rein peut entraîner des complications graves pour le donneur. Infections, douleurs chroniques, insuffisance rénale progressive nécessitant parfois une dialyse ou une greffe ultérieure. Les donneurs illégaux paient un lourd tribut. Leur qualité de vie s'effondre et la somme reçue n'efface ni la douleur ni les conséquences durables. Et les receveurs illégaux ne sont pas non plus épargnés. Et ça, c'est entre guillemets juste pour le trafic d'organes. Il y a d'autres formes d'exploitation humaine que je n'aborderai pas par souci d'aisance. Mais en comptant toutes les formes d'exploitation cumulées, les profits annuels estimés du trafic d'êtres humains se chiffrent en centaines de milliards de dollars. Mais revenons à notre fond du problème, qui est l'exploitation des plus vulnérables. Le parallèle entre le braconnage des animaux et le trafic d'êtres humains illustre la logique tragique d'un commerce illicite où la vie est sacrifiée pour le profit. Tout comme un être humain fauché et désespéré, les organisations criminelles s'attaquent à des espèces tout aussi vulnérables. L'homme étant au sommet de la chaîne alimentaire, il a le pouvoir de détruire n'importe quelle espèce. Si cela continue et que les éléphants, les rhinocéros et j'en passe finissent par disparaître à cause de notre cupidité, l'être humain finira par se retrouver face à lui-même. Et une fois son œuvre de destruction achevée, il finira lui aussi par s'autodétruire.